Bonjour à tous, comme chaque dimanche 18h, on se retrouve pour un nouvel épisode d'analyse de diète et aujourd'hui on revient à nos classiques avec une influenceuse youtubeuse très célèbre. C'est quand même la femme du youtubeur et de l'instagrammeur le plus populaire en France. Il s'agit de JujuFitCat. On y va, let's go. Avant toute chose, petit disclaimer, je ne connais pas personnellement JujuFitCat et elle me connaît encore moins. Elle se dirait que c'est ce guignol avec sa casquette des JO qui va parler de moi, un de plus. Bref, donc voilà, ceci n'est en aucun cas un jugement de valeur, un jugement personnel, ni même professionnel, puisqu'il ne me semble pas qu'elle soit coach et qu'elle se dise expert en diététique ou autre. On va analyser une vidéo en plus qui est plutôt ancienne parce qu'elle a que des vieilles vidéos, en tout cas dans ce que j'ai trouvé sur YouTube sur une journée dans son assiette. Pardonnez-moi s'il y en a des récentes. Celle que j'ai trouvée, c'est celle qui a fait le plus de vues. Elle a 5 ans, elle a totalisé plus de 700 000 vues. Elle se nomme Une journée dans mon assiette, le régime plaisir. Et je trouvais donc que c'était intéressant parce qu'on a encore peu abordé ce concept d'allier diététique et plaisir, même si on a fait des petits interludes dessus. On va peut-être pouvoir aborder des points qu'on n'a pas abordés précédemment. Et vu sa popularité, avec quand même plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube, elle influence énormément de monde, d'hommes, de femmes. Et donc, ça va être intéressant d'analyser ce qu'elle dit et ce qu'elle montre. Action. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi... Je suis pas un petit chat, moi. Vous avez voté que vous vouliez une vidéo sur la bouffe. Non mais j'ai une communauté de gros dalleux. Donc là, je sais pas du tout avec quoi je vais vous faire démarrer la journée. Super. Merci Justine, cette journée dans ton assiette commence vraiment super bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire au petit déjeuner ? Je crois qu'elle danse aussi bien que moi. Ce matin, je vais préparer un pancake et ça fait un moment que vous me demandez de vous préparer une recette de pancake sans banane. Moi, le matin, je prends toujours 2 œufs. Pour cette recette, du coup, on va utiliser de la compote 100% pomme sans sucre ajouté. Et comme c'est un mélange qui fonctionne parfaitement bien, je vais mélanger avec de la farine de châtaigne. Ce matin, je vais préparer un pancake et ça fait un moment que vous me demandez de vous préparer une recette de pancake sans banane. Vous avez besoin. Petit point particulier aussi, c'est que maintenant j'ai une alimentation sans gluten, ou en tout cas je le limite au maximum. Rien de grave, j'ai des petits soucis depuis jeune de maladies auto-immunes. Le gluten, ça augmente le risque de développer des maladies auto-immunes. Comme j'en ai déjà développé 2, je me dis que si je peux limiter, c'est pas mal. Du coup, je limite tout simplement le gluten pour ces raisons. Avant, je finissais la journée avec le ventre ultra gonflé. Ici commence sa journée dans son assiette avec un petit déjeuner où elle va se faire une crêpe, donc 2 œufs. Bon, on a déjà largement parlé des œufs, donc je vous invite aux épisodes précédents parce que ceux qui les ont vus, ça va les saouler. J'ai répété maintes et maintes fois que les œufs sont très bien à partir du moment où ils sont de qualité, très bonne source de graisse et de protéines. Après, elle parle de farine, donc elle dit qu'elle utilise de la farine de châtaigne, mais vous pouvez utiliser différentes sortes de farine. Je ne vais pas revenir sur ça parce que c'est vrai. Et elle aborde le sujet du gluten. Le gluten, c'est un sujet très intéressant qu'on n'a pas plus développé ensemble. Déjà, il y a beaucoup de sons de cloche à propos du gluten. Certains vont vous dire que c'est le diable incarné et qu'il faut à tout prix l'éviter, quand d'autres vont vous dire que c'est purement commercial et qu'il n'y a aucun danger à consommer du gluten. Vous vous en doutez, je pense, je me placerai plutôt entre les deux. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le gluten et qui sont totalement perdus et qui en ont marre de se faire balader, je vous recommande cette excellente lecture qui s'appelle... Pardon. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le gluten, je vous recommande cette excellente lecture, ce livre de Julien Vénesson qui s'appelle « Comment le blé moderne nous intoxique ». Bien sûr, ce livre a plutôt un penchant accusateur sur le gluten. Cependant, il vous permet de comprendre en détail ce qu'est le gluten, d'avoir accès à beaucoup de retours scientifiques, de recherches scientifiques autour du gluten. C'est très constructif, c'est très bien formulé. Pour moi, un des principaux experts en France. Vous pouvez commencer par cette lecture vraiment pour vous informer et après aller en chercher d'autres sur d'autres sources, d'autres interlocuteurs qui par exemple seraient plus favorables et peser le pour et le contre tout simplement.
Chose que j'ai faite puisque même si je ne connais pas le titre par cœur, vous le voyez, le livre je l'ai depuis qu'il est sorti, il est suffisamment abîmé, vous me direz, il pourrait être abîmé à traîner dans les placards, mais j'ai une vraie bibliothèque ici, il est abîmé parce que je l'ai beaucoup lu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gluten à la base, ce n'est pas naturel. Ça a été inventé par l'homme pour que le blé moderne soit plus résistant et pour que l'on puisse produire plus de blé. Le gluten est donc un mélange de protéines de blé. On retrouve donc le gluten dans tous les produits à base de blé et dans le blé en général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gluten dans le riz, il n'y a pas de gluten dans le sarrasin, il n'y a pas de gluten dans la châtaigne par exemple. C'est pour ça que ces farines en sont exclues. Cependant, dans certaines autres céréales, comme l'avoine, comme l'épeautre, vous retrouvez des protéines qui vont être similaires au gluten et qui peuvent causer des problèmes, notamment aux gens qui sont totalement intolérants ou qui ont des maladies comme la maladie cœliaque. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a différents stades. Il y a des gens pour qui le gluten va être un petit peu gênant au niveau de la digestion. Ils vont avoir quelques effets secondaires, un peu plus de maladies chroniques, des rhumes plus facilement, des problèmes de peau, psoriasis, eczéma, d'autres le ventre gonflé, une mauvaise digestion, et pour d'autres, ça va être beaucoup plus terrible comme toutes les allergies ou maladies auto-immunes, comme elle l'a évoqué, la maladie cœliaque. Il y a donc différents stades et ça doit être selon votre propre interprétation ou celle d'un professionnel pour vous recommander ou non de consommer du gluten. Ce que je recommande dans mon cas, le gluten n'apporte absolument rien de bénéfique. Tout simplement, on ne peut pas affirmer que le gluten a un bénéfice. On ne peut pas non plus affirmer que le gluten est mauvais dans tous les cas. Cependant, il encourage pas mal de problèmes de santé, l'apparition effectivement éventuelle de maladies auto-immunes, psoriasis, eczéma, etc. Bref, vous avez tous les détails dans ce livre. Donc ce que je peux vous dire, c'est de modérer votre consommation. Surtout quand, comme nous, on consomme beaucoup plus de glucides que la population lambda peut-être, quand on fait des prises de masse par exemple, eh bien orientez-vous plutôt vers des sources qui sont absentes de gluten ou bien n'en consommez pas à chaque repas. Réservez-le peut-être pour vous faire plaisir pour les écarts et autant que vous le pouvez si votre budget le permet, n'en abusez pas, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas du tout en manger, même un petit peu tous les jours, par exemple des pâtes au repas du midi. Je ne suis pas du tout contre à partir du moment où vous vous sentez bien et où vous n'avez pas un penchant, que ça vous déclenche des problèmes. Voici ma position et vous avez tout à fait le droit de la contredire. Je prends mon ami la balance, histoire de pas faire une recette catastrophique. On met les 2 œufs dans le mixeur, on ajoute 50 g de compote de pommes, on vient mettre la farine de châtaigne, environ 40 g. Je me répète, mais on ne fait pas cuire à l'huile d'olive ou à l'huile de colza, etc. C'est des huiles qui ne tiennent pas les hautes températures à la différence de l'huile de coco qui la tient très bien. N'hésitez pas à faire toutes vos cuissons à l'huile de coco. Donc là, elle va faire sa crêpe avec œufs, farine de châtaigne, compote de pommes et elle explique qu'elle cuit à l'huile de coco parce que les autres huiles ne tiennent pas les hautes températures. Il y a toujours des débats là-dessus dans mes commentaires sur le fait que l'huile d'olive tienne bien la chaleur. L'huile d'olive tient bien mieux la chaleur, bien sûr, que les huiles qui sont riches en oméga 3. Mais déjà, ça dépend quelle huile d'olive, que vous avez différentes qualités d'huile d'olive et que celles qui sont les plus qualitatives, en vérité, par exemple, première pression à froid, vierge, tiendront bien moins la chaleur que les autres. Donc attention à ça, vous avez cette particularité-là. Et lorsque vous lisez des études sur l'huile d'olive, avec quelle qualité d'huile d'olive ça a été fait, souvent vous ne maîtrisez pas ce sujet. Donc avant de venir contredire, cherchez un détail et amenez des arguments solides. Sinon, je suis désolé de vous dire qu'on tourne en rond dans le débat. L'huile de coco, quoi qu'il en soit, étant très riche en acides gras saturés principalement, tiendra toujours mieux la chaleur. Effectivement, certains ont abordé, notamment Clem, que j'aime beaucoup, Clem Le Diète, vous le savez. On en a discuté, l'huile de tournesol, lorsqu'elle est riche en vitamine E, la vitamine E protégeant de l'oxydation peut être intéressante. Donc voilà, c'est une piste à creuser. Pourquoi pas? C'est vrai que je lui ai dit que j'avais pas plus creusé cette piste-là, mais je recommande toujours l'huile de coco, surtout que je trouve ça meilleur au goût, qu'il y en a de la désodorisée et qu'on en vend sur AW Trainer sous forme de spray. Donc, on va verser la préparation dans la poêle. Olé! Là, c'est le moment très stressant. Il va falloir retourner la galette et oh! Attention, étape de grand chef. Olé! Qu'est-ce qui va bien avec une galette pomme châtaigne? C'est le beurre d'amande. Donc je vais tartiner ça de plein de beurre d'amande. On finit par un peu de cannelle et le tour est joué.
Alors, petit tuto pour ne pas faire cramer votre crêpe comme JujuFitCat. Je vous explique, c'est très simple. Oui, j'ai quelques notions de cuisine. Vous mettez l'huile de coco au fond de la poêle, de préférence sous forme de spray. Ça vous évite de mettre avec du sopalin ou du papier toilette et de trop doser. Vous achetez un spray sur un W-Trainer, hop, vous mettez au spray. Vous mettez le feu très fort. Une fois que votre poêle est très chaude, vous mettez le feu très doux. Donc, si votre plaque à induction, par exemple, ou votre gaz est à fond, vous mettez vraiment très bas. Sur une plaque à induction, ça monte jusqu'à 9. La mienne, par exemple, je mets à 3. Une fois que c'est à 3, là, tout de suite, quand la poêle est très chaude mais feu doux, vous versez la pâte. Vous recouvrez avec le couvercle et vous laissez cuire à feu doux. Une fois que c'est pratiquement solide, que vous pouvez la retourner, vous baissez à 1 ou 2 vraiment au minimum et vous continuez à faire cuire. Ça évite que ce soit sec, que ça soit dur, que ça brûle et c'est à feu doux. Et si vous rajoutez par-dessus du chocolat noir, c'est au moment, dès que vous la retournez pour la première fois, que vous placez le chocolat noir sur la moitié et que vous la refermez. Et comme ça, c'est très bon. Miam, 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 miam. Donc très intéressant, je trouve qu'elle montre un petit déjeuner très bon, à la fois très sain, que je recommande souvent. Donc une crêpe, c'est vrai que l'association farine de châtaigne, compote de pommes et beurre purée d'amande, ça peut être très intéressant. Une petite mention spéciale, attention lorsque vous achetez des beurres purées, lisez bien la composition, il y a une différence souvent entre beurre d'amande, purée d'amande, de par justement l'ajout éventuel d'autres éléments. Il faut que ça soit normalement 100% de l'oléagineux, donc purée de noisettes, purée d'amande. Sur W-Trainer, sérieusement, on a des purées d'amande, purée de noisettes, purée de noix de cajou et purée de pistache aussi qui sont très bonnes. Bien sûr, les meilleures à la santé pour la diète dans l'ordre. Pour moi, c'est amande, noisette, ensuite cajou, ensuite pistache et cacahuète en dernier. Même si on vend les 5, la cacahuète, prenez-en de temps en temps pour vous faire plaisir si vous aimez, mais n'en faites pas votre source de lipides à privilégier parce que c'est la moins intéressante en termes de profil nutritionnel, en micronutriments et en termes d'acides gras. Donc le beurre, la purée de cacahuète, c'est de temps en temps, pas tous les jours à chaque collation et à chaque repas. Du moins, c'est ce que je vous recommande. Bon, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. On prend de notre cher ami dont je vous parlais ce matin, la balance. Je l'utilise plutôt pour peser un petit peu la viande, notamment pour être sûr d'avoir un apport en protéines assez suffisant dans ma journée et pour être sûr également de ne pas avoir un apport en protéines trop élevé parce que c'est pas bon non plus. J'essaye de l'utiliser beaucoup moins qu'avant. C'est un sujet intéressant que celui de la balance de cuisine. Pourquoi? Est-ce qu'il faut peser systématiquement son alimentation? Disons que c'est très simple. Si vous avez une diète approximative et que vous faites à l'œil, eh bien vos résultats seront sans doute approximatifs. Pourquoi? Tant que ça marchera, ça marchera. Mais le jour où vous vous dites, là je perds plus de poids, vous ne saurez pas sur quoi appuyer. Parce qu'il est totalement impossible, en tout cas moi j'en suis pas capable, même après plus de 16 ans, d'estimer à l'œil nu précisément combien de grammes on a. Vous allez toujours vous tromper et ce sera toujours instable. À méthode instable, résultat instable. Donc, pour maintenir votre poids, si vous avez peu d'exigences en termes de résultats, ça peut fonctionner. Mais si vous ne voulez pas perdre du temps, si vous voulez vraiment optimiser vos résultats et progresser et non pas vous stabiliser, c'est deux choses différentes. Pesez. Surtout si vous voulez perdre du poids et même si vous voulez prendre du muscle sans prendre de gras en étant propre. Ainsi, vous saurez estimer précisément combien de calories vous consommez. Oui, ça peut être pénible, c'est sûr, mais on n'a rien sans rien. C'est comme ça. Travailler, ça peut être pénible. Se brosser les dents, ça peut être pénible. Aller au coiffeur, ça peut être pénible. Aller au sport, ça peut être pénible. Bref, tout ce qui dans la vie paye et donne des résultats, ça peut être pénible, mais c'est comme ça. La belle de Cadissa, les yeux de l'amour. La belle de Cadissa, les yeux de velours. Chica chica yai yai, chica chica yai yai. Tu fais quoi, Anto? Je fais le ménage. Toutes les femmes, elles sont à la salle. On est en 2024, c'est fini les femmes qui font le ménage. Elles sont toutes en train de suivre le programme Fit and Strong. Si toi, tu ne suis pas encore Fit and Strong et que tu fais le ménage, c'est pas normal. Va dans le lien juste en dessous là, 12 semaines d'entraînement 100% vidéo, 12 semaines de diète et le prochain qui te dit fais le ménage, tu le fais comme ça. Et je vous retrouve tout de suite pour la recette du déjeuner. La première étape de la recette, c'est de préparer le chou kale. On met le chou dans un saladier et ensuite on prend un petit peu d'huile d'olive. On remue correctement histoire que toutes les feuilles de chou kale soient imprégnées. On n'a plus qu'à mettre au four pendant 25 minutes à 190 degrés. On va peser notre poulet. Alors après, je pèse pas précisément non plus, c'est juste pour avoir à peu près une idée de la quantité que je mange. On met le poulet dans le wok. On va venir préparer les champignons. On les rince, après on les coupe et on les ajoute avec le poulet dans le wok. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il serait peut-être temps de s'occuper de nos petites pâtes de pois chiches. Je prends ma petite tasse chat et je la remplis à peu près jusqu'en haut.
et du coup ça ce sera ma quantité de pâtes pour ce midi. J'en profite pour venir décongeler mes edamame. Donc les edamame c'est juste super bon. Attends, je vais raconter une anecdote. Hier soir, avant-hier, j'étais au restaurant avec ma sœur et ma femme. Et ma sœur dit à ma femme, c'est quoi les edamame? Parce qu'il y en avait sur la carte. Et ma femme dit, c'est du fromage. Et en fait, pas du tout. C'est des pois cassés. Bref, voilà. Ma femme n'est pas prête pour Top Chef. Du coup, on va ajouter les champignons au poulet. L'eau des pâtes est en train de bouillir, donc on va tout de suite les ajouter. La première étape de la sauce, c'est de prendre du coup la crème de coco pour la cuisine et d'en mettre environ 2 cuillères ou 3 cuillères à soupe. Ensuite, on prend la sauce soja salée, on en met à peu près 1 cuillère à soupe. On ajoute la purée de sésame, donc là je mets à peu près 1 cuillère à café. Et pour terminer la sauce, on ajoute un petit peu de sirop d'agave. Donc là pareil, à peu près 1 cuillère à café. On vient mettre un petit peu de basilic. On prend nos edamame, on vient les ajouter dans le wok. Et une fois que nos pâtes de pois chiches ont terminé de cuire, on les ajoute. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser le petit plat mijoter tranquillement. Regardez-moi un peu ce plat s'il donne pas trop envie. Alors, voici ce qu'elle a préparé et de quoi est composée sa recette. C'est le repas de... Repas 2, oui. Oui, je sais qu'on dirait que c'est le repas 10, mais c'est bien le repas 2. Donc, alors, en légumes, nous avons du chou kale, puis de l'huile d'olive, des champignons, du poulet, des edamame, qui ne sont pas du fromage, non Amélie, cuit avec de la crème de coco, de la sauce soja, purée de sésame, sirop d'agave, basilic et des pâtes aux pois chiches, ce qui nous donne une recette qui est fort appétissante, il est vrai. Que dire de tout ça? Eh ben, c'est plutôt très bien, il n'y a rien à dire de particulier, on a déjà parlé de plein d'aliments, juste tout ce qui est pâte aux pois chiches, pâte aux lentilles, c'est très intéressant pour ceux qui veulent augmenter leurs apports en protéines sans avoir trop de protéines d'origine animale. Voilà, ça peut être très bien, souvent ces pâtes sont très bonnes en plus. Ça peut représenter certes un certain budget, mais la viande aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à en consommer. Il y a des légumes, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Les fèves, pareil, ça peut augmenter un peu vos apports en protéines, donc les edamame ne sont pas des pois, pardon, sont des fèves. Voilà, ça m'est revenu dans ma petite tête. Crème de coco, huile d'olive pour les lipides, bon, pourquoi pas. Sauce soja, à partir du moment où vous n'en abusez pas, il n'y a aucun problème, ça rentre dans vos calories. Le sésame, pareil avec modération parce que c'est principalement des oméga 6, mais il n'y a pas de souci spécifique. À noter qu'elle a des maladies auto-immunes et que le sésame rentrerait dans la même catégorie que le blé dans ces cas-là, mais étant donné qu'elle en consomme de petites doses, j'ai pas l'impression que ça lui cause des soucis, mais voilà. Pour ceux qui en ont, c'est une piste à écarter, surtout si vous êtes à un stade assez important et que vous avez pas mal de troubles intestinaux, évitez. Sirop d'agave, alors ça j'en ai déjà parlé. Par rapport au miel ou au sirop d'érable, c'est bien moins intéressant. Je ne recommande pas la consommation de sirop d'agave par rapport au miel ou au sirop d'érable, mais de temps en temps à petite dose. Il s'agit d'une recette, il s'agit de se faire plaisir et je préfère voir ça 1000 fois que voir comme on a vu parfois dans certaines diètes des gaufres industriels ou ce genre de choses. C'est très bien, il n'y a rien à dire, c'est une très belle recette. Vous pouvez vous en inspirer, ça rentre dans vos calories, il n'y a pas de souci, très bon exemple. Un jour on m'a dit oui Justine, je comprends pas pourquoi c'est beaucoup mieux de manger des pâtes complètes que des pâtes blanches. En fait, c'est pas forcément mieux de manger des pâtes complètes, ça dépend avec quoi vous l'associez. C'est ça le plus important dans l'alimentation. Si vous mangez des pâtes complètes uniquement avec de la viande et qu'il n'y a aucune portion de légumes, tous les glucides qui sont contenus dans les pâtes complètes, vous allez les absorber. Alors que si vous mangez des pâtes blanches qui ont un index glycémique plus élevé et qui à la base vous paraissent comme être le mal, mais que vous l'associez avec des légumes, et ben les fibres qui sont présentes dans les légumes, ça va limiter l'absorption des glucides qui sont contenus dans les pâtes blanches et du coup vous aurez un pic de glycémie moins élevé. Top, on arrête là. Consommer des pâtes complètes ou des pâtes blanches avec des légumes ou non ne limite pas l'absorption des glucides ou ne font pas que les glucides sont plus ou moins absorbés, ça n'a rien à voir. Les glucides, quoi qu'il arrive, sont absorbés. Ça limite l'impact sur la glycémie, ce qui est totalement différent. Je rappelle, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc, le fait que le taux de sucre dans le sang monte plus ou moins dépend des aliments qui sont consommés, effectivement, de la source de glucides, de la charge glycémique, la quantité de ces glucides et ensuite de l'association. Effectivement, associer un glucide
glucides, du sucre avec des lipides, des protéines et des fibres comme des légumes en plus ou moins grosse quantité va limiter la montée de la glycémie, le temps que la glycémie va être plus ou moins haute, etc. Et du moins va favoriser la glycémie la plus stable possible. C'est ce qu'on recherche. On ne recherche pas à ce que la glycémie soit trop haute, on ne recherche pas à ce qu'elle soit trop basse, on cherche à ce qu'elle soit stable, tout simplement. Mais ça ne limite pas l'absorption des glucides. Attention, parce que on pourrait penser du coup que si je mange des pâtes blanches avec des légumes ici, eh bien les glucides ne comptent pas, donc je peux en manger autant que je veux, par exemple. C'est pas ce qu'elle dit, mais comme c'est dit, en fait, on pense vraiment ça parce que c'est ce qu'elle dit. C'est une faute de langage, attention, ça limite simplement l'impact sur la glycémie. Et si votre assiette elle est bien composée et que vous mettez des pâtes blanches parce que vous aimez ça, ce sera beaucoup plus intéressant que si vous mangez des pâtes complètes seules, bêtement, sans rien à côté. C'était la minute scientifique de JujuFitCat. Presque scientifique, presque. L'explication était bien, le début était un peu plus approximatif. Mais attention, pour tous ceux qui créent du contenu comme ça, c'est pas méchant ce que je vais dire. Hein. Quand vous êtes coach, etc., c'est souvent le genre de faute qu'on fait quand on maîtrise pas encore totalement un sujet. Et ça m'est arrivé plein de fois. Quand on vient de le lire ou de l'apprendre quelque part, on a tendance à pas avoir bien absorbé, suffisamment du moins pour pouvoir le retranscrire. Donc, il est très important de faire la différence entre quand on est capable de savoir et de l'appliquer et quand on est capable de le transmettre et d'enseigner. C'est deux stades qui sont totalement différents et pour ça, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Vous le savez, c'est pour ça que j'ai attendu 12 ans de pratique, de savoir avant de sortir ma première formation en nutrition, par exemple, qui est sortie très récemment, que vous pouvez retrouver sur morphologytraining.com. Ma première formation sur les fondamentaux en nutrition. La deuxième va arriver pour la rentrée d'ailleurs sur la perte de poids, toujours sur le site morphologytraining.com. Mais voilà, c'est très important à ce stade-là. Je trouve qu'il est parfois, c'est pas son cas, hein, mais c'est très prétentieux quand je vois des coachs qui ont 25-26 ans et qui veulent déjà former les autres. Voilà, je trouve ça très prétentieux, ça manque d'humilité, à moins qu'ils aient commencé à apprendre à 10-12 ans. Dans ce cas, pourquoi pas? Ou alors qu'ils soient surdoués, peut-être que ça peut arriver, mais sinon, attention. Il est déjà 18h, du coup j'ai extrêmement faim. Le goûter est dépassé depuis 2 heures. Histoire de pas passer 1000 ans à préparer mon goûter, je vais tout de suite me préparer un porridge au chocolat qui est déjà tout prêt. Il y a juste à mettre la dose qui est écrite sur le paquet, le mélanger avec du liquide et on est bon. Et là j'en profite pour faire une petite aparté avec vous. Effectivement, j'ai décidé de limiter les produits laitiers dans mon alimentation. Et croyez-moi que les toilettes ainsi que mon bibao me remercient. Plus sérieusement les petits chats, depuis que j'ai ralenti les produits laitiers, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de soucis au niveau de la digestion. Donc là, elle va faire son goûter et après avoir abordé le gluten, elle aborde les produits laitiers. Je ne vais pas aller dans le détail puisque je l'ai déjà fait pas mal sur des précédentes vidéos à ce sujet-là. Juste vu qu'elle parle produits laitiers et digestion et qu'elle explique que depuis qu'elle les a arrêtés, elle a beaucoup moins de gaz et de problèmes divers, il faut bien dissocier différentes gammes de produits laitiers, différents types de produits laitiers. Vous avez par exemple des whey, certaines whey, protéines en poudre, qui vont vous donner des gaz monumentaux et des diarrhées. Et d'autres pas du tout. Idem pour certains. Par exemple, le fromage blanc 0%, un skyr et un cottage cheese ou un petit suisse 0% n'auront pas le même impact. Autre chose, du lait écrémé ou du lait entier ou du lait cru n'auront pas le même impact. Voilà. Souvent, les derniers que j'ai cités seront beaucoup plus digestes. Par exemple, une whey isolate sans lactose, une vraie, hein, pas blindée de sucre ou voilà, de qualité, sera beaucoup plus digeste. Un lait cru ou un lait entier avec une présence de lipides sera beaucoup plus digeste. Idem, un petit suisse, par exemple, je crois que c'est le 10%, il y a du 0% et du 10% il me semble, enfin 9 grammes de lipides pour 100 grammes, sera beaucoup plus digeste que le 0. Bien sûr, il y a plus de calories, il y a plus de lipides, mais voilà, il faut avoir cette notion-là. Donc là, c'est une question individuelle. Est-ce que vous digérez ou non? Bah, vous digérez pas, c'est dehors. Vous digérez bien, et bah let's go. Pour se faire plaisir, c'est normal aussi. Et bien évidemment, les petits chats, que serait le goûter de Maman FitCat sans son peanut butter favori? Et oui, cette cuillère à café, c'est exactement ce que je vais mettre dans mon goûter. Et non, il y en a jamais assez. Et voilà un super porridge chocolaté au beurre de cacahuète et à la framboise. Là, c'est le moment un peu moins glamour où je mélange mon goûter et que ça donne plus du tout envie de le manger. Mais croyez-moi, c'est trop bon. Donc là, au goûter, elle prend un protein ball de chez NU3. Donc je vais vous lire ce qu'il y a dedans. J'ai cherché farine d'amande dégraissée, flocons d'avoine sans gluten, graines de tournesol soufflées, cacao fortement dégraissé, farine de souchet, poudre de lucuma, feuilles de chocolat, sucre de canne, masse de cacao. Ah, ça c'est le feuille de chocolat, pardon. Voilà, donc c'est du bio. Donc les principaux ingrédients, vous le savez toujours, hein, pour lire une étiquette comme ça, les ingrédients qui sont en premier sont ceux qui sont majoritairement présents et ceux
un dernier sont minoritairement présents. Donc là, ce qu'il y a le plus, c'est farine d'amande dégraissée, flocons d'avoine sans gluten, graines de tournesol. Donc c'est principalement une source de glucides. On va regarder maintenant les valeurs nutritionnelles parce qu'il faut toujours les regarder en deuxième. Ce qui nous importe avant tout, et souvent vous faites cette erreur, c'est ce qu'il y a dedans avant du nombre de calories, etc. Parce que un Big Mac, c'est un Big Mac par exemple. Voilà, ça a beau être protéiné. Je cherche, c'est où? C'est très bien fait. Ok, donc pour 100 grammes, 379 kilocalories, 37 grammes de glucides, 27 grammes de protéines et 10 grammes de lipides. Alors par contre, les protéines, elles viennent d'où? Parce que là, j'ai pas capté. D'où viennent les protéines? Ah d'accord, graines de tournesol soufflées, protéines de tournesol. Ok, bah les protéines doivent venir de la farine et des graines. J'ai du mal à capter comment il y a autant de protéines. Ok, bon bref, passons. Ça et beurre de cacahuète, donc que dire là-dessus? Rien de particulier. Le beurre de cacahuète, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça vous alerte juste, entre guillemets, ça vous alerte pas, pardon, ça vous informe, alerte c'est un peu alarmiste, sur ces types de produits protéinés. Toujours lire la liste des ingrédients et ensuite lire les valeurs nutritionnelles. Bon là, pas de problème spécifique, c'est pas un top produit, mais c'est pas mal non plus. Elle a dit qu'elle aimait, ça passe, on avance. Comment obtenir un séchage parfait avec votre lave-vaisselle? Ne désespérez pas. Avec Sun liquide de rinçage, l'eau glisse sur votre vaisselle pour un séchage imbattable et une brillance parfaite à chaque lavage. Sun à l'épreuve de la vraie vie. Activé par la chaleur du corps. Peu importe à quel point vous avez chaud, Rexona continue d'être efficace contre les odeurs et la transpiration. On va faire une cagnotte là. Si vous voulez que je prenne YouTube Premium pour que j'arrête d'avoir les pubs, je mets un lien avec la cagnotte. Achetez tout simplement sur AW Trainer. Voilà. Vous faites une commande sur AW Trainer. S'il y en a suffisamment, peut-être qu'Adèle acceptera que AW Trainer paye mon abonnement YouTube Premium. Adèle, si tu passes par là. En général, le soir, j'ai grave la flemme de cuisiner. Du coup, ce que je fais, c'est que je me prépare une Allez, Juju, on avance, Juju. Allez. sans matière grasse. Je préfère manger des protéines végétales le soir. Non pas parce que je souhaite devenir végane ou végétarienne. Je vous l'ai déjà dit, j'aime la viande, je ne m'en cache pas. Simplement, je trouve quand même que dans notre société actuelle, on fait une consommation de viande assez élevée, voire parfois excessive. Si on C'est pas peut moi. tous à notre petit niveau C'est faire pas moi. des petits gestes pour limiter Non, j'ai pas trop un petit peu envie. la consommation de viande, et bah, c'est déjà J'aime trop la viande. Donc même si je suis pas parfaite et même si oui, je consomme encore de la viande, et ben c'est mon Ce que je propose, moi je suis toujours arrangeant. Mangez moins de viande et moi je continue. C'est à équilibre. Après, je connais un mec, vraiment je connais un mec, Morgan Tenon, voilà pour pas citer son nom. Lui, les poulets et les vaches, les bœufs là, un génocide. Sérieusement, ce qu'elle dit est intéressant. Faut-il limiter notre consommation de protéines animales au profit des protéines végétales? C'est une vraie question. Premièrement, il y a une question de société et une question écologique où je ne suis absolument pas à même pour vous répondre. Donc, je ne sais pas vous dire parce que j'ai entendu divers sons de cloche de divers spécialistes si réellement ce serait bien ou non. Parce que j'ai autant entendu par des experts que de toute façon, il n'était pas possible d'assurer les besoins de la totalité de la population en termes de protéines végétales. Et j'ai entendu qu'il fallait absolument arrêter de consommer des protéines animales. Il y a des questions écologiques, il y a des questions idéologiques dans lesquelles je ne rentrerai pas parce que je suis respectueux de toutes les idéologies du moment où elles font pas de mal aux autres, bien sûr, soit religieuses ou autres. Voilà, donc moi personnellement, je suis omnivore, je mange de la viande, j'en mange même pas mal. Et ce que je vous dirais d'un point de vue maintenant alimentaire, nutritionnel, omnivore, c'est que tu manges de tout. Ouais, tu manges de la viande, mais je suis omnivore, c'est-à-dire que je mange tout. C'est pour dire que je mange aussi du végétal. Excuse-moi. Tu devrais le laisser. C'est trop drôle. Laisse. Donc, il m'a coupé ce connard. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, donc maintenant, d'un point de vue nutritionnel, santé et résultats, toutes les protéines quasiment se valent parce que c'est un puzzle, c'est un assemblage sur la journée. Oui, certaines protéines végétales, la totalité, ont un aminogramme, c'est-à-dire un profil en acides aminés qui sont les briques qui composent les protéines, moins intéressantes que les protéines animales. C'est-à-dire que si vous voulez, la protéine, il faut que ce soit un mur de briques. Les acides aminés, c'est les briques de cette protéine. Vous avez certaines sources de protéines, par exemple le soja ou
le mur il est incomplet. Bah forcément, le mur il tombe. S'il manque une brique là, une brique là, une brique là, au bout d'un moment, il s'effrite, il tombe. Et nous, il nous faut un mur complet pour que la protéine soit efficace, qu'on prenne du muscle, qu'on le conserve, qu'on soit en bonne santé, en forme. Mais c'est pas qu'une question que de manger un seul aliment. C'est pas une question que d'un seul repas. C'est une question du total sur la journée. Et en fait, si vous variez vos sources de protéines, comme elle fait là, à midi du poulet, le matin des œufs, le soir du tofu, etc., bah le mur sur l'ensemble de la journée, il est complet. Il y a tout ce qu'il faut et il est solide. Donc c'est très bien. Voilà, c'est la meilleure alimentation possible que de varier. Lorsqu'on va être vegan, c'est plus compliqué, mais on peut le faire aussi. Ce qu'il faut, c'est varier ses sources. Donc, par exemple, elle a pris tout à l'heure des pâtes de pois chiches. Bah, quand on est vegan, on va prendre des pâtes de pois chiches, on va prendre des amandes, on va prendre du tofu et ça va s'imbriquer aussi très bien. Mais c'est beaucoup plus technique à faire que lorsque l'on est omnivore et que, par exemple, on va avoir les œufs qui, eux, ont l'ensemble du mur de briques déjà. Parce que c'est un aminogramme très intéressant, les œufs, sans doute le plus riche d'ailleurs qui soit. Donc, sa démarche, elle est très bien à partir du moment où son idéologie est respectée. Pour elle, c'est un geste pour la planète, un pas pour la planète. Je vous le dis, je suis pas assez qualifié pour ça et je sais que plein donneront leur avis dans les commentaires. Faites-le, j'ouvre le débat avec grand plaisir, mais je ne saurais pas vous répondre et c'est pas parce que vous avancerez des arguments que je vous donnerai la vérité absolue, parce que je vous le dis, de ne jamais la donner à quelqu'un, mais de chercher de la pluralité d'opinions et de vraiment vous documenter au maximum. Alors allons-y, faisons-le tous ensemble dans les commentaires. Voyons si oui ou non il faut réduire notre consommation de protéines animales. Je pense que pour Morgane, oui c'est sûr, mais pour d'autres non, je rigole. Et voilà, mais quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur de la réduire. Si c'est pour les résultats, vous pouvez le faire. Et du coup, pendant que mon tofu est en train de cuire, je prépare ma salade. Donc ce soir, on aura de la roquette, une petite tomate. J'adore le chou rouge et j'aime d'autant plus le chou rouge quand je le mélange à mon avocat, parce que du coup, il y a à la fois le côté croquant et le côté fondant et c'est juste une petite merveille. Ensuite, je mets des tomates séchées et j'ajoute un petit mix de pois verts, lentilles, pousses de haricots, etc. C'est trop bon. Moi, ce que j'adore, c'est laisser le tofu bien doré pour qu'il soit bien croustillant. Et oui, les petits chats, je vous ai épargné la préparation de cette salade. Et pour l'assaisonnement, j'ai rien fait de bien fou si ce n'est mettre de l'huile d'olive et du citron. Donc pour son dîner, là on a une salade avec du tofu, de la roquette, tomates séchées, un mélange de pois et de pousses, de l'avocat, du chou rouge, huile d'olive, citron. Donc en termes de légumes et d'aspect santé sur ce point-là, légumes, on est très bien sur cette diète et cette journée pour l'instant. C'est très varié, c'est très intéressant. Les protéines, pas de soucis spécifiques, d'autant plus que je pense pas qu'elles pèsent 100 kg. Les sources de lipides, il y a l'avocat là qui est intéressant. On a de l'huile d'olive. Oui, c'est vrai que dans cette journée-là, il manque des sources un peu plus concentrées sur les oméga 3. Donc, on aurait pu apporter un peu plus de variété pour l'instant sur les sources de lipides. C'est un petit point spécifique que j'aborde. Elle dit que les féculents, elle en met le soir ou non en fonction de la faim. Alors, ici, c'est une alimentation plaisir. Je ne conseille pas de faire en fonction de la faim lorsque vous avez un objectif précis parce que ça ne veut rien dire. Il est très difficile de savoir à quel moment on a faim ou non et à quel point les besoins physiologiques sont en avant et à quel point c'est les émotions qui sont en avant. Donc c'est très compliqué d'agir selon sa faim. Je ne recommande d'agir selon sa faim que lorsque l'on n'a pas d'objectif et qu'on veut se stabiliser. Si on agit selon sa faim, quand on veut prendre du muscle, perdre du poids ou vraiment progresser, quand on est un athlète, qu'on a un vrai objectif, on est foutu. En général, le soir, je me fais un yaourt de soja avec des fruits. Donc là, j'ai mis de la grenade, je mets des noisettes, de la date, du chocolat parce que j'aime trop le chocolat. Tous les soirs, je mange mon carré ou plutôt mes carrés de chocolat noir parce qu'un carré ça suffit pas. Pour terminer la journée, le dessert, donc yaourt au soja. Alors, les yaourts comme ça, au soja ou yaourt nature, il n'y a rien d'intéressant dedans. Si c'est pour l'aspect plaisir, ok, mais sinon, il n'y a aucun intérêt à en consommer d'un point de vue résultat ou autre. Ça prend des calories pour rien, entre guillemets, mais si vous aimez et que l'objectif, c'est le plaisir, pas de souci, c'est pas malsain. Les noisettes, très bien d'avoir amené cette source de lipides-là à ce moment-là. Du chocolat noir, bien aussi. Je le rappelle, toutes ces sources de lipides-là, par exemple, le chocolat noir, huile de coco, il faut que ça reste un certain pourcentage de votre total de lipides, ça reste des acides gras majoritairement saturés. Bien sûr, c'est intéressant, il y a des vertus, mais n'en faites pas la majorité de vos apports en lipides, limitez à 10-15% maximum du total de vos apports en lipides. Ensuite, des fruits, content d'avoir vu des fruits ici, ça rajoute une bonne note à l'aspect santé, elle se fait ce petit dessert que je trouve très sympa, je trouve très bien d'avoir cette petite habitude le soir, plutôt que de se frustrer et d'aller craquer par exemple sur des conneries, on va le dire, c'est-à-dire des aliments qui vont pour votre santé pas être positifs, peut-être vous faire culpabiliser ou autre. Donc voilà.
Pour conclure sur cette journée, pour une alimentation plaisir, où on cherche à se maintenir, où il n'y a pas évoqué un but précis, je trouve ça, ma foi, très bien. Je mettrais une très bonne note. Si je dois attribuer une note, je mettrais un 7 ou 8 sur 10 pour tout vous dire, parce que la variété d'aliments, elle est là. Les choix alimentaires, ils sont sains. Il y a du plaisir, il y a des recettes, il y a de la cuisine. C'est plutôt riche en glucides, plutôt riche en lipides pour son poids. Alors oui, on aurait pu mettre un peu plus de glucides autres, mais on n'a pas de notion de son poids, du total calorique, des quantités. En plus, elle pèse comme ça, de son métabolisme, etc. Donc écoutez, on va pas critiquer pour critiquer. C'est très bien. Je trouve ça top que quelqu'un d'aussi suivi donne des bons conseils. Et c'était le cas, rappelez-vous, de Thibaut InShape. Donc je trouve que pour des gens, pour un couple qui sont beaucoup décriés, dont on dit beaucoup de mal et dont on dit parfois à tort que c'est des guignols, eh bien beaucoup de coachs et d'influenceurs qui se prétendent experts parce qu'ils sont plus bodybuildés ou ils ont des meilleurs physiques devraient prendre exemple et regarder ces vidéos. Voilà, je vous mets une petite claque derrière la nuque. Bisous, je vous aime. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous de suivre toujours plus nombreux ces épisodes. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Je réponds à tous les commentaires, parfois en retard, mais ce sera fait, je vous le promets. On se retrouve dès dimanche prochain, 18h ou presque, pour un prochain épisode. À plus, bye bye.